Claire Dubois, 27 ans, vivait à Bordeaux et travaillait comme aide-soignante auprès de personnes âgées. Sa routine était discrète, presque invisible. Toujours les cheveux attachés, vêtue de vêtements amples et neutres, elle passait inaperçue, autant dans la rue que dans les lieux publics. Ses gestes étaient calmes, mesurés, et sa voix si douce qu'elle semblait constamment en retrait. Claire avait appris à se fondre dans le décor, à éviter les regards, comme si elle avait été formée à ne pas déranger. Depuis son adolescence, elle portait le poids d'une réputation injuste. De cruels ragots lancés au lycée l'avaient affublée d'étiquettes blessantes. Fade, inutile, bonne à rien. Des mots prononcés à la légère, mais qui l'avaient suivie pendant des années. Même dans ses rares relations amoureuses, ces étiquettes semblaient coller à sa peau. Les hommes s'éloignaient sans vraiment lui donner de chance, souvent influencés par les murmures du passé. Cette accumulation de rejets l'avait poussée à se replier sur elle-même. Elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer, et les rares fois où elle avait essayé, les regards fuyants ou moqueurs lui avaient rappelé qu'il valait mieux rester invisible. Elle trouvait pourtant du réconfort dans son travail. Avec les personnes âgées qu'elle accompagnait, elle se sentait utile. Dans les gestes simples du quotidien, préparer un repas, écouter des souvenirs oubliés, tenir une main tremblante, Claire trouvait une forme de paix. Ces moments lui donnaient l'impression d'exister vraiment. Mais hors de ces instants, dès qu'elle se retrouvait dans le monde extérieur, l'ombre la rattrapait. Personne ne se doutait que derrière cette jeune femme discrète se cachait une sensibilité rare. Claire dessinait, la nuit, dans des carnets qu'elle ne montrait à personne. Elle y déposait des fragments de sa réalité, des portraits des personnes qu'elle avait aidées, des regards qu'elle n'oublierait jamais. Mais ces dessins, comme tout le reste de sa vie, restaient enfermés dans un silence protecteur. Tout changea pourtant un matin de printemps, quand elle reçut une lettre étrange sans en-tête officielle, mais avec un cachet parisien raffiné. À l'intérieur, une invitation à un événement exclusif, réservé aux jeunes femmes célibataires issues de diverses régions d'Europe. Le but, établir des connexions matrimoniales entre héritiers fortunés et prétendantes discrètes, prêtes à vivre dans un monde de privilèges et de contraintes. Claire d'abord crut à une erreur. Elle n'avait jamais soumis sa candidature à ce genre d'événement. Elle n'y connaissait personne, n'avait aucun lien avec l'élite, ni aucune intention de se marier. Ce genre de cercle fermé représentait tout ce qu'elle fuyait. Mais en inspectant l'enveloppe, elle reconnut l'écriture délicate de sa marraine, Madeleine, une ancienne couturière parisienne qui l'avait élevée comme sa propre fille, après l'abandon de ses parents biologiques. Quelques heures plus tard, un appel confirma ses soupçons. Madeleine, avec son ton espiègle, avoua tout. Elle avait inscrit Claire en cachette, juste pour voir, pensant qu'il était temps que le monde découvre enfin qui elle était vraiment. Claire, choquée, tenta de refuser poliment. Mais la vieille femme, têtue, insista. « Tu n'as rien à perdre, ma chérie. Tu mérites au moins une nuit où quelqu'un te regarde comme tu le mérites. » Claire hésita pendant plusieurs jours. L'idée de se retrouver entourée de femmes sophistiquées dans un environnement luxueux la terrifiait. Elle n'avait ni robe de soirée, ni manière mondaine, ni conversations élégantes à offrir. Pourtant, quelque chose en elle, une fatigue ancienne d'être invisible, la poussa à accepter, peut-être par curiosité, peut-être par instinct, peut-être parce qu'elle n'avait rien d'autre à espérer. Elle prépara une petite valise, choisissant des vêtements simples, un voile en dentelle pour couvrir son visage, par pudeur, mais aussi comme une forme de protection. Elle prit un train de nuit pour Paris, sans savoir exactement où elle allait ni ce qui l'attendait. À son arrivée, une voiture élégante l'attendait à la gare, avec un chauffeur poli qui ne posa aucune question. Le trajet dura plus d'1 heure. Quand la voiture s'arrêta enfin, Claire leva les yeux et découvrit, à travers les arbres, une immense propriété digne des contes anciens. Un château majestueux, entouré de jardins sculptés et de fontaines chantantes. C'était là que tout allait commencer. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que parmi les invités prestigieux de cette nuit, un homme venu de loin, un héritier qu'on disait insaisissable, allait poser sur elle un regard que personne n'avait jamais eu le courage de lui offrir. Et ce regard allait tout changer. Le château semblait appartenir à un autre siècle. Haut perché sur une colline entourée de vignes silencieuses, il s'élevait dans l'obscurité comme un monument oublié par le temps. L'entrée était illuminée par des lanternes suspendues, diffusant une lumière dorée et tamisée
qui dansaient sur les murs de pierre claire. Devant le grand escalier, les voitures de luxe défilaient avec précision. De chacune d'elles descendait une silhouette féminine, élégante, parfaitement maquillée, le menton relevé comme si chaque pas était une déclaration silencieuse de supériorité. Claire, assise à l'arrière d'un véhicule bien trop luxueux pour elle, observait en silence. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Son voile discret couvrait son visage, ne laissant entrevoir que ses yeux clairs, dont l'éclat était accentué par la lumière chaude du vestibule. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient simplement relevés en un chignon bas, et sa robe longue d'un bleu nuit profond, sans fioritures ni bijoux, paraissait presque déplacée au milieu de tant d'opulence. Mais elle n'avait pas cherché à impressionner. Elle était venue parce qu'elle n'avait plus envie de fuir. À l'intérieur du château, le marbre immaculé des sols réfléchissait la lumière des immenses lustres suspendus au plafond. Des musiciens jouaient un air classique dans une salle où résonnaient des éclats de voix mesurés, des rires feutrés, des conversations chargées de noms influents et de titres hérités. Les femmes, toutes issues de familles nobles, d'industries anciennes ou d'empires récents, étaient représentées l'une après l'autre aux hôtes de la soirée. Leurs regards se croisaient brièvement avec ceux des hommes présents, comme dans un bal où chaque mouvement avait une fonction sociale, presque stratégique. Dans ce ballet de gestes codifiés, la présence d'un invité en particulier faisait murmurer les salons. Il n'était pas encore apparu, mais son nom circulait dans chaque coin de la salle. Cher Jamal al-Rachid, héritier d'un conglomérat énergétique basé au Moyen-Orient, dont les ramifications financières s'étendèrent de l'Asie à l'Europe, il était entouré de mystères. On disait qu'il n'aimait pas les caméras, fuyait les mondanités et n'avait jamais été vu en compagnie d'une femme de manière publique. Il était là ce soir, affirmait-on, non pour choisir, mais pour observer. Lorsqu'il entra, une partie de la pièce sembla se figer imperceptiblement. Sa démarche était calme, presque silencieuse, et son costume noir profond sans extravagance contrastait avec l'excès d'ornementation autour de lui. Il ne portait ni bague, ni montre visible. Ses yeux sombres balayèrent la salle sans s'y accrocher, comme s'il cherchait quelque chose d'indéfinissable. Plusieurs jeunes femmes se redressèrent discrètement, retenant leur souffle à son passage. Mais il ne s'attarda sur aucune d'elles. Claire se tenait à l'écart, comme toujours. Elle avait trouvé refuge près d'une colonne de marbre, observant les allées et venues sans se mêler au flot. Elle ne s'attendait pas à quoi que ce soit. Elle savait que sa présence n'était qu'un accident dans cette soirée minutieusement orchestrée. Les organisateurs ne l'avaient pas annoncé. Son nom n'apparaissait sur aucun des programmes imprimés, et ceux qui l'avaient remarqué la regardaient avec une pointe de moquerie polie, comme on regarde un invité mal placé dans un dîner de gala. Mais c'est justement cette absence d'effort, ce refus implicite de jouer le jeu, qui attira le regard du cher. Alors que les autres femmes avançaient vers lui avec des sourires mesurés, essayant d'initier une conversation ou de capter son attention d'un simple regard, Claire restait immobile, les mains croisées, le regard droit, presque ailleurs. C'est cette posture qui le frappa, non pas par défi, ni par stratégie, mais par une forme d'indifférence tranquille qu'il n'avait que rarement vue. Il resta un instant figé, ses yeux cherchant à percer ce voile qui couvrait à peine le visage de cette étrangère. Une voix derrière lui murmura son nom, mais il n'y répondit pas. Il fit un pas en avant, puis un autre, s'arrêtant à quelques mètres de Claire. Elle sentit sa présence avant même de le voir. Il ne dit rien, elle non plus. Le silence entre eux ne ressemblait pas à un malaise, mais à une trêve. Jamal inclina légèrement la tête, comme pour demander la permission de briser cette bulle silencieuse. Claire, par réflexe, s'inclina légèrement en retour. Aucune parole n'avait encore été prononcée. Pourtant, quelque chose venait de s'installer, un fil invisible. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient encore, c'est que leur simple échange de regards était déjà commenté dans une autre partie du château. Un petit groupe de jeunes femmes, vêtues de robes aux couleurs vives et coiffées avec précision, observait la scène avec une attention glacée. L'une d'elles, issue d'une des familles françaises les plus anciennes, rit doucement. « Tu vois celle-là » dit-elle en désignant Claire. « On l'a ajoutée à la dernière minute. Personne ne voulait d'elle. Elle est là pour faire joli dans les statistiques. » Un des organisateurs, un homme à l'élégance douteuse mais à l'ambition certaine, hocha la tête, un sourire narquois aux lèvres. On a parié qu'elle partirait sans même adresser un mot à quelqu'un. Il jeta un coup d'œil vers le cher. « Mais
Peut-être que notre invité d'honneur aime les cas désespérés. Claire, évidemment, n'entendait rien de tout cela. Mais l'instinct qu'elle avait développé au fil des années, cette capacité à sentir l'ironie ou le rejet dans l'air, lui soufflait que sa présence dérangeait. Pourtant, Jamal ne semblait ni troublé ni amusé. Il restait là, en silence, à la regarder, comme s'il attendait une ouverture. Il finit par parler, d'une voix calme, posée, presque basse. « Vous êtes venu seul ?» La question, banale en apparence, eut l'effet d'un tremblement. Claire hocha la tête. « Oui », répondit-elle simplement. « Et vous préférez rester ici à l'écart ? Je préfère ne pas me mêler à ce que je ne comprends pas. » Cette réponse honnête déstabilisa légèrement Jamal. Il n'était pas habitué aux réponses sincères, encore moins à celles qui ne cherchaient pas à plaire. Il esquissa un sourire discret, plus pour lui-même que pour elle, et resta là encore quelques instants avant de s'éloigner sans un mot de plus. Mais son regard, lui, revenait toujours vers elle. Ce soir-là, alors que la fête battait son plein et que les alliances sociales se formaient sous les regards intéressés, un lien ténu, inattendu, venait de se créer entre deux êtres que tout opposait. Claire, sans le savoir, venait de devenir l'intrigue de la soirée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas effacée, simplement vue, pas admirée, pas évaluée, vue. Et c'était peut-être le début de quelque chose. L'ambiance feutrée du château masquait à peine la tension sociale qui parcourait les salons. Chaque sourire poli dissimulait une intention. Chaque geste maîtrisé servait une stratégie. Les femmes présentes ce soir-là savaient qu'elles ne participaient pas simplement à une réception. Elles étaient exposées, évaluées, comparées. Le moindre détail de leur tenue, la justesse d'un mot ou la finesse d'un geste, pouvait orienter la perception d'un héritier fortuné ou d'un patriarche influent. Dans ce décor si minutieusement orchestré, Claire n'était pas seulement un élément dissonant, elle était une anomalie. Elle n'aurait jamais dû être là. Le fait qu'elle figure sur la liste finale des participantes relevait presque de la farce. Quelques jours avant l'événement, dans un salon privé à Paris, une poignée de femmes issues de familles puissantes s'étaient retrouvées autour de coupes de champagne millésimées. Elles connaissaient le programme par cœur, savaient déjà quelles alliances étaient pressenties, quels noms circuleraient dans les journaux après la soirée. Mais dans leur assurance flottait une certaine lassitude. Le jeu leur semblait trop prévisible, trop bien huilé. C'est alors qu'une idée avait surgi, une plaisanterie au départ, une provocation. Quelqu'un avait évoqué la possibilité d'introduire une invitée inattendue, quelqu'un que personne ne choisirait jamais. Une femme invisible, sans élégance ni nom à offrir. Une ombre. L'organisateur principal, un homme qui rêvait de scandales contrôlés pour alimenter les rumeurs et faire parler de son événement dans les cercles fermés, avait saisi l'occasion avec un enthousiasme discret. Il avait besoin de nouveautés. Et Claire Dubois, avec son profil effacé, son absence de réputation, son silence social, était parfaite. Il retrouva son nom dans une vieille base de données transmise par un réseau secondaire. Une candidature jamais finalisée, un dossier incomplet. Mais il n'avait pas besoin d'autorisation. Une simple signature contrefaite, une adresse fournie par une tierce personne, en l'occurrence la marraine bien intentionnée de Claire, et le tour était joué. Elle serait l'invité mystère, la note discordante, présentée sans annonce, sans explication, placée à l'écart pour titiller la curiosité ou provoquer des commentaires. Un pari malsain avait même été lancé. Aucun homme n'oserait lui adresser la parole. Elle quitterait le château sans avoir été remarquée, confirmant ainsi le jugement silencieux que tous semblèrent partager. Lorsqu'elle fit son entrée, vêtue de cette robe simple et couverte d'un voile délicat, elle suscita d'abord des regards confus, puis des chuchotements. Plusieurs femmes échangèrent des rires dissimulés derrière des éventails ou des coupes de vin blanc. Certaines tentèrent même de deviner si elle appartenait au personnel. D'autres, moins cruelles, se contentèrent de l'ignorer, la reléguant immédiatement dans une catégorie inférieure. Elle n'était pas là pour être choisie. Elle n'était là que pour rappeler aux autres ce qu'il ne fallait pas devenir. Une femme sans nom, sans éclat, sans valeur sociale apparente. Mais ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'était la réaction du Cher. Jamal Al-Rachid, malgré sa réserve, n'était pas insensible au mouvement de la pièce. Il avait perçu presque instinctivement le regard fuyant des convives lorsqu'il passait près de Claire. Il avait vu, sans qu'on le lui dise, l'intention derrière sa présence silencieuse. Il connaissait les jeux de pouvoir,
et il savait reconnaître une mise en scène humiliante. Mais plus que cela, il avait été frappé par une chose rare, l'absence totale de stratégie chez elle. Claire ne cherchait pas à séduire, à convaincre ou à provoquer. Elle ne jouait aucun rôle. Elle était simplement là, droite, silencieuse, présente. Et cette posture, paradoxalement, attirait l'attention plus sûrement que tous les sourires calculés autour d'elle. Intrigué, Jamal avait donc choisi de l'observer. Non pas pour déjouer un plan ni pour participer à un quelconque jeu de pouvoir, mais parce qu'il percevait dans cette immobilité tranquille quelque chose d'authentique, presque désarmant. Le groupe des femmes qui avaient lancé le pari observait la scène avec des yeux de faucon. L'une d'elles, une héritière italienne au tempérament tranchant, fronça les sourcils en voyant Jamal ralentir le pas près de Claire. « Ce n'est rien », murmura-t-elle à sa voisine. « Il est simplement curieux. Il ne va pas aller plus loin. » Mais lorsque Jamal s'approcha, puis engagea la conversation, un silence glacé s'installa parmi elles. Le pari prenait une tournure imprévue. Claire, de son côté, n'avait aucune idée de ce qui se tramait dans les coulisses. Elle ressentait les regards, bien sûr. Elle devinait les jugements. Mais elle avait appris, au fil du temps, à ne plus s'y attarder. Lorsqu'elle avait répondu au cher, elle l'avait fait par politesse, sans calcul. Et même après leur échange, elle ne s'imaginait pas au centre d'une quelconque intrigue. Pour elle, il s'agissait simplement d'une soirée inconfortable qu'elle voulait voir finir au plus vite. Mais Jamal, lui, ne parvenait pas à détacher ses pensées d'elle. Toute la soirée, il détourna son attention des conversations pour la chercher du regard. Elle ne parlait à personne, elle ne mangeait pas, elle ne riait pas. Et pourtant, elle existait avec une intensité silencieuse que personne d'autre ne semblait remarquer. Il comprit alors que sa présence n'était pas accidentelle, mais orchestrée. Et cela le dérangea. Il détestait les humiliations voilées, les manipulations sociales, les paris aux dépens de ceux qui ne s'y prêtaient pas. À un moment donné, il demanda à un des organisateurs pourquoi cette femme figurait sur la liste. La réponse fut vague, évasive. On lui parla d'une initiative de dernière minute, d'un profil original. Mais il lut dans les yeux fuyants de l'homme la vérité. Claire avait été placée là comme une distraction, une anomalie dans une soirée parfaite, une note de sarcasme déguisée en inclusion. Jamal ne dit rien, mais quelque chose changea en lui. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était une décision. Il allait découvrir qui était cette femme. Non pas pour déjouer un pari, ni pour corriger une injustice par noblesse d'âme. Il n'avait pas ce genre de prétention, mais parce qu'il avait reconnu en elle quelque chose de rare, et qu'il détestait que cela soit ignoré, écrasé, utilisé. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait une chose, cette soirée ne se terminerait pas comme les autres l'avaient prévu. Et si certains s'étaient amusés à miser sur le silence de Claire, ils allaient redécouvrir que même les voix les plus douces pouvaient, un jour, changer le cours d'une pièce bien huilée. La nuit avançait lentement, rythmée par les cliquetis des verres de cristal, le froissement discret des robes de soirée et les accords feutrés d'un quatuor à cordes installé au centre de la salle principale. Autour de la grande fontaine extérieure, sous un ciel noir sans lune, les invités sortaient par petits groupes pour échapper quelques instants à la tension sociale. Dans le jardin illuminé par des guirlandes suspendues entre les arbres taillés avec précision, les murmures étaient plus vrais, les postures un peu moins rigides. On parlait affaires à demi-mot, on se jugeait toujours mais avec moins d'intensité, comme si la nuit permettait un répit momentané à la compétition silencieuse qui gouvernait l'événement. Claire était sortie sans bruit. Elle n'avait rien à prouver, personne à impressionner. Elle s'était installée sur un banc en fer forgé, au bord d'une allée, entourée de buissons taillés et de statues antiques qui semblaient la regarder. Son voile, toujours posé avec délicatesse sur son visage, couvrait sa bouche et ses joues, ne laissant paraître que ses yeux. Elle respirait plus librement ici. Loin des regards tranchants, elle se laissait porter par la brise tiède, se demandant combien de temps elle devrait encore rester avant de pouvoir quitter les lieux sans attirer l'attention. Elle avait déjà décidé de ne pas revenir dans la salle principale. Si quelqu'un demandait après elle, il n'aurait qu'à constater son absence discrète, mais personne ne demanderait, sauf que quelqu'un l'avait suivie. Jamal apparut à quelques mètres, debout, les mains dans les poches de son manteau. Il ne fit aucun bruit en approchant, mais Claire sentit sa présence. Elle ne tourna pas immédiatement la tête, pas par peur, ni par gêne, mais parce qu'elle sentait que ce moment allait être différent. Et elle n'avait pas tort.
Vous n'aimez pas les réceptions ?» demanda-t-il d'une voix basse. Claire tourna enfin le visage vers lui lentement, sans sursaut ni surprise. Elle inclina la tête, comme pour admettre l'évidence. « Je ne m'y sens pas à ma place », répondit-elle simplement. Il s'assit à ses côtés, sans lui demander la permission. Pas par arrogance, mais par une sorte de compréhension instinctive. Il la respectait déjà assez pour savoir qu'elle le repousserait s'il franchissait une limite. Elle ne disait pas grand-chose, mais tout en elle exprimait une forme de fermeté silencieuse, et cela le fascinait. « Ce voile », reprit-il doucement, « est-ce par tradition ou par choix ?» Claire hésita. Elle savait qu'il ne posait pas la question comme un homme curieux d'un exotisme culturel. Sa voix ne portait ni jugement, ni condescendance, seulement une vraie interrogation. « C'est une habitude, dit-elle, une manière d'exister sans me faire remarquer. » Il pencha légèrement la tête. « C'est donc une barrière, une protection. » Il la regarda quelques secondes. Puis, sans la brusquer, il ajouta « Est-ce que je peux voir ce que vous protégez autant ?» Claire sentit une chaleur inhabituelle monter à ses joues. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Pas comme ça. Elle garda le silence un instant. Puis, avec un mouvement lent, mesuré, elle porta ses mains à son voile. Elle hésita encore une seconde. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait briser quelque chose. Ce geste allait dévoiler plus que son visage. Il allait offrir à cette inconnue, qui ne l'était déjà plus tout à fait, une part d'elle-même qu'elle avait toujours gardée secrète. Mais elle le fit. Le voile tomba doucement sur ses genoux. Le vent nocturne frôla sa peau. Et Jamal, en la voyant enfin, ne dit rien. Il ne détourna pas les yeux. Il ne réagit pas avec l'exagération de ceux qui découvrent une beauté inattendue. Il resta simplement figé. Mais dans son immobilité, il y avait plus de vérité que dans tous les discours qu'il aurait pu improviser. Ses traits restèrent calmes, mais son regard trahissait un trouble profond. Il la voyait, pour la première fois, vraiment. Et ce qu'il voyait le bouleversait. Claire n'avait rien d'une beauté criarde ou fabriquée. Elle n'était pas spectaculaire. Mais elle possédait une harmonie rare, une douceur dans les traits, une lumière dans le regard, une force tranquille dans la courbe de ses lèvres, une vérité dans l'expression, et surtout une absence totale de prétention. Elle ne cherchait pas à séduire, elle ne jouait pas, elle existait simplement. Et cette existence, dans sa forme la plus nue, était déconcertante. « C'est pour cela qu'il ne vous voit pas », murmura Jamal. « Vous n'entrez dans aucune case. » Claire soutint son regard. « C'est la première fois que quelqu'un me regarde comme vous venez de le faire. » Il baissa un instant les yeux, puis les releva avec lenteur. « C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi pur dans un lieu aussi corrompu. » Ils restèrent en silence, longtemps. Aucun mot ne semblait pouvoir exprimer ce que chacun découvrait de l'autre. Puis, Jamal se leva. Il ne semblait pas vouloir rompre le moment, mais au contraire, lui donner une suite. Il fit quelques pas puis se retourna vers elle. « Je vais vous faire une proposition étrange, » dit-il. Claire le fixa sans bouger. « Je veux que vous m'accompagniez pendant 3 mois, en public, comme ma fiancée. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Pourquoi ?»« Pour les provoquer, » répondit-il sans détour. « Pour leur montrer ce qu'ils refusent un devoir, mais aussi pour vous protéger. » Elle ne comprenait pas tout. L'idée lui paraissait folle. Elle ne voulait pas être exhibée. Elle ne voulait pas servir de revanche ni de symbole. Mais quelque chose dans le ton de Jamal, dans la gravité de ses mots, dans l'authenticité de sa proposition, la poussa à ne pas refuser immédiatement. Ce serait un contrat? Une mise en scène? Il secoua la tête. Ce serait un rôle, temporaire. Vous resteriez vous-même. Je ne vous demanderais rien que vous ne souhaitiez donner. Mais vous seriez visible, protégé, inattaquable. Elle baissa les yeux. L'idée d'être enfin intouchable, même pour un temps, l'attirait, mais elle savait que cela aurait un prix, et à la fin des 3 mois, vous seriez libre et reconnu. Elle releva la tête, son regard dans le sien. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle envisagea une possibilité. Pas un conte, pas un rêve, une échappée, une ouverture. Un moment où son silence pourrait enfin faire du bruit. Le lendemain matin, l'ambiance du château avait changé. L'effervescence de la veille avait laissé place à une tension plus sourde, plus contenue. Les conversations étaient plus discrètes, les regards plus pesants.
Des murmures circulaient déjà parmi les invités restés sur place pour le brunch traditionnel. La rumeur s'était répandue comme un feu froid. Le cher Jamal al-Rachid avait passé une partie de la soirée dans les jardins, seul avec une inconnue voilée. Pire encore, il lui avait proposé un accord, un rôle, un statut, une place aux côtés de l'un des hommes les plus convoités d'Europe. Pour ceux qui croyaient encore que la soirée était une compétition où les gagnantes seraient choisies en fonction de leur lignée, de leur élégance, de leur subtilité sociale, l'information avait l'effet d'un affront. Claire, de son côté, était retournée à sa chambre d'invité sans comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. Elle n'avait pas dormi. Elle avait passé des heures à revivre la scène dans le jardin, à analyser chaque mot, chaque silence. Jamal n'avait fait aucune promesse romantique. Il n'avait rien promis au-delà d'une exposition contrôlée, d'une alliance stratégique temporaire. Pourtant, dans sa voix, dans sa manière de la regarder, Claire avait perçu quelque chose de plus profond. Ce n'était pas un jeu pour lui. Il ne s'agissait pas de provoquer pour s'amuser. C'était une position. Un acte de refus face à une société qui l'attendait ailleurs, avec d'autres types de femmes, plus convenues, plus dociles. Lorsque Claire descendit dans le grand hall pour prendre un café, les regards se tournèrent aussitôt vers elle. D'habitude, ces regards glissaient sur sa silhouette sans jamais s'arrêter. Mais cette fois, ils s'attardaient. Ils interrogeaient, ils jaugeaient. Le voile était de retour sur son visage, non par peur, mais parce qu'elle en avait besoin pour traverser ce moment sans chanceler. Elle savait maintenant ce que signifiait être vue, et cela la rendait plus vulnérable qu'elle ne l'avait imaginé. Jamal arriva une demi-heure plus tard, accompagné de 2 assistants qui semblaient invisibles tant son aura remplissait l'espace. Il ne chercha pas Claire du regard. Il alla directement à sa table, s'assit, et sans dire un mot lui tendit une pochette noire. À l'intérieur, un contrat simple, rédigé avec une sobriété étonnante. 3 pages, 3 mois, présence conjointe à des événements publics, pas d'obligation d'intimité, respect mutuel, liberté de retrait à tout moment. Et surtout, une clause de silence médiatique en cas de fin d'accord. Il l'observa alors qu'elle parcourait le document. Elle lut chaque ligne avec soin, les doigts tremblants, mais les yeux sûrs. Puis elle releva la tête. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. Il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda un long moment comme s'il pesait chaque mot. « Parce que vous ne cherchez pas à plaire, parce que vous êtes entière, et parce que tout ce qu'il vous reproche est ce qui me fascine. » Cette réponse simple et directe ne ressemblait pas à une flatterie. Il n'y avait ni douceur excessive, ni chaleur feinte. C'était une vérité dite à voix haute, sans phare. Claire signa. Leur apparition publique suivante eut lieu 2 jours plus tard à Paris, lors d'un gala de bienfaisance pour une fondation internationale. Ils arrivèrent main dans la main, Claire vêtue d'une robe longue bleu acier, le visage à découvert pour la première fois. Sa peau pâle, ses traits fins, ses cheveux attachés en une coiffure sobre et élégante laissaient transparaître une beauté réelle, non artificielle, mais surtout une sincérité désarmante. Jamal marchait à ses côtés avec assurance, comme si cette scène lui était naturelle. Les flashs crépitèrent, les journalistes s'agitèrent, et la nouvelle tomba le soir même. Le cher du désert achète une fiancée française oubliée par la société. Les réactions furent immédiates. Les commentaires affluaient sur les réseaux sociaux. Certains la qualifiaient d'arriviste, d'autres de stratégie médiatique, et beaucoup se contentaient de moqueries cruelles. D'anciennes photos d'elle, prises au lycée, circulaient déjà en ligne. Sur certaines, elle portait des vêtements informes, le visage fermé, des lunettes épaisses. Des montages comparaient son avant et après. Les titres des articles jouaient sur le contraste. De l'ombre à la lumière, la Cendrillon silencieuse. Qui est Claire Dubois, la femme que personne ne voulait? Claire regardait tout cela avec une stupeur douloureuse. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien fait pour être au centre de ce cirque. Elle n'avait pas cherché la lumière. Et maintenant qu'elle y était plongée, on ne lui offrait que la déformation de son passé, le jugement sur son apparence, la suspicion sur ses intentions. Le téléphone de sa marraine ne cessait de sonner. Des journalistes campaient devant son immeuble à Bordeaux. Des proches, qu'elle n'avait pas vus depuis des années, envoyant des messages ambigus, entre félicitations hypocrites et curiosité malsaine. Jamal, face à cette avalanche, ne resta pas immobile. Il fit intervenir ses avocats.
Certains sites furent contraints de retirer leur contenu. Des blogueurs influents reçurent des mises en demeure. Il publia même un communiqué bref mais ferme. « Claire Dubois n'est pas un produit. Elle n'est pas un symbole. Elle est une femme libre, dont la valeur n'est pas négociable. » Ce message fut relayé, partagé, détourné, mais il marqua une position. Il montrait qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu pour lui. Malgré cela, Claire se sentait envahie. Elle n'avait jamais été aussi exposée. Chaque parole, chaque mouvement, chaque expression de son visage semblait analysée. Même sa voix, lorsqu'elle répondait timidement à quelques questions lors d'un événement, faisait l'objet de débats. Trop douce, pas assez assurée, trop lente. Rien ne lui était épargné. Un soir, dans un appartement parisien sécurisé que Jamal lui avait mis à disposition, elle s'effondra. Elle jeta son téléphone contre le mur, pleura longtemps, recroquevillée sur le sol de la salle de bain. Elle n'avait jamais demandé à être défendue. Elle n'avait jamais voulu être une cause. Elle voulait juste exister. Et maintenant qu'elle le faisait, le monde lui en faisait payer le prix. Le lendemain, elle n'apparut pas à un événement prévu. Jamal la rejoignit dans l'appartement sans prévenir. Il la trouva assise au sol, les yeux rouges, les mains jointes comme si elle tentait de se retenir d'éclater à nouveau. Il ne parla pas immédiatement. Il s'assit à côté d'elle et, au bout de plusieurs minutes de silence, dit simplement « Si vous préférez arrêter, je respecterai. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas fuir, mais je ne veux pas continuer comme si je n'étais qu'un objet qu'on regarde, qu'on démonte, qu'on ridiculise. » Il la regarda. « Alors montrons-leur ce qu'ils refusent de voir. » Pas en criant, pas en exposant, en existant. Et dans ce moment suspendu, Claire comprit que le combat ne serait pas de convaincre les autres. Il serait de se convaincre elle-même que sa valeur n'avait jamais dépendu de leur regard. Lorsque la nouvelle de leur apparence publique se répandit, le monde social plat et poli qui entourait ce genre d'événement changea subitement de registre. Dans les salons feutrés, certains hôtes murmuraient, d'autres chuchotaient à voix audible. La presse mondaine se délectait du contraste. Un héritier discret, un cher venu d'un empire lointain, et à ses côtés une femme que personne n'avait jamais jugée digne d'être vue. Le titre avait tout. Le cher achète la fiancée rejetée. Un titre provocateur, froid, effronté. On ne cherchait plus à comprendre. On cherchait à juger, à spéculer, à réduire. Claire se retrouvait au centre d'un cyclone médiatique qu'elle n'avait pas sollicité. Les premières heures furent presque silencieuses. Elle ressentait une présence derrière elle partout où elle allait. Les flashs, les questionnements, les regards curieux ou moqueurs. Les anciens dossiers scolaires, photos maladroites, robes informes, lunettes épaisses, faisaient leur apparition. Des blogs et forums en ligne republiaient ces images avec des sous-titres cruels, avant et après, transformation expédiée, d'invisible à instrumental. Elle lisait ses jugements dans le vide de sa chambre d'hôte parisienne, la valise toujours prête, comme s'il lui fallait repartir le plus vite possible. Mais partir ne signifiait pas fuir. Elle devait comprendre ce qui lui arrivait. La reconnaissance pour Claire avait été jusque-là un rêve silencieux. Une reconnaissance intérieure, modeste. Le fait qu'elle soit maintenant reconnue par le monde extérieur ne lui apportait ni joie pleine ni sécurité. Elle se sentit vulnérable. Jamal, quant à lui, ne restait pas en marge. Il utilisa son influence pour tenter d'atténuer certains coups médiatiques. Des sites furent sommés de retirer des articles diffamatoires. Des avocats furent mobilisés pour empêcher la diffusion de contenus violents contre elle. Il publia un communiqué court mais ferme. Il déclara qu'elle n'était pas un objet de pari, mais une femme libre. Et même si cette prise de parole fit grincer des dents dans le monde des affaires et de la haute société, elle marqua un point de rupture. Pourtant, la machine médiatique ne ralentit pas. Lors d'une réception à un hôtel prestigieux à Londres, Claire fut interpellée par un photographe. « Madame, pourquoi avez-vous accepté ce rôle ?» Elle resta immobile, le regard ferme. « Je n'ai rien accepté d'autre que d'exister », répondit-elle. Cette réponse ne fit pas la une. Elle fut captée dans un court podcast et retransmise. Elle fut analysée, décortiquée, détournée. Pour certains, cela confirmait l'idée d'un coup médiatique calculé. Pour d'autres, c'était la première expression audible d'une personne qui n'avait jamais eu la parole. Ses proches de Bordeaux, ceux qu'elle fréquentait peu mais affectionnait, furent pris dans le tourbillon. Sa marraine reçut des appels interpellants, des félicitations voilées, puis des silences embarrassés.
Les parents biologiques, qui l'avaient abandonné enfant, réapparurent timidement, avec des fleurs, des excuses tacites, des attentes d'un geste officiel de reconnaissance. Les ex-petits amis, ceux qu'elle avait eus avant et dont elle s'était éloignée, envoyaient des messages personnalisés, certains avouant qu'ils la regardaient maintenant autrement. Mais rien de tout cela ne correspondait à ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. Un matin, une lettre ouverte parut dans un quotidien français reconnu. Elle s'intitulait « L'inconnu fiancé ». L'auteur, sous pseudonyme, rabaissait Claire comme un produit de luxe, une femme choisie pour rehausser un profil. Un tapis rouge roulé pour les fantasmes d'un empire médiatique. Elle parlait de l'humiliation masquée sous la forme de l'exaltation. Ce texte fit le tour des médias sociaux. Pour la première fois, Claire lut une phrase qui la toucha profondément. On admire parfois ce que l'on rejette, mais on préfère surtout le juger. Elle ferma le journal. Elle le posa sur la table, se leva et regarda l'immense fenêtre qui donnait sur Paris. Une ville vivante, impitoyable, magnétique. Elle se demanda qui elle était maintenant. Dans les jours qui suivirent, elle dut apprendre à composer avec cette nouvelle forme de vie. Elle apparaissait en public selon l'accord. Elle souriait, échangeait quelques mots, offrait des photos. Mais derrière ce calme apparent, chaque geste était pesé. Elle ressentait la pression de représenter non seulement elle-même, mais une image, une posture, une femme qui avait été rejetée et qui maintenant était mise en avant. Une femme qui n'avait pas voulu cela. Une femme qui refusait que son passé soit son étiquette. Un soir, lors d'une réception à Genève, un journaliste l'interrogea en tête-à-tête. Il posa la question attendue. « Est-ce que vous ressentez une revanche sociale ?» Claire prit une grande inspiration. Elle respira doucement l'air de la terrasse surplombant le lac Léman. « Non, répondit-elle. Si c'était de la revanche, je ne resterais pas fidèle à ce que je suis. Je suis là pour montrer que je suis là, pas pour prouver que les autres avaient tort. » Le journaliste marqua un temps de silence, puis il la remercia et s'éloigna. Elle resta là, seule, regardant les lumières sur l'eau. Elle réalisa que le chemin qu'elle avait entendu accepter n'était plus celui d'un rôle passif. Elle devait désormais parler, non pour se défendre, mais pour exister. Malgré tout, la société ne lui donna aucun répit. Un tabloïd publia un montage photo d'elle dans une position non préparée, accompagné d'un titre insultant. Les commentaires affluent en milliers. Certains la traitaient de parasite, d'autres de manipuleuse. Une blogueuse influente suggéra que tout était un scénario de marketing. Pour eux, une femme invisible ne pouvait devenir visibilité que par tricherie. Pour Claire, ces attaques étaient un retour cruel à une vie de silence. Mais cette fois, elle ne voulait plus être silencieuse. Elle appela Jamal. Elle lui dit qu'elle ne voulait plus participer au dîner superficiel, qu'elle ne voulait plus être invitée uniquement pour être vue. Elle expliqua que si l'accord continuait, il devait être sur ses propres termes. Il l'écouta. Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit « Faisons-le à ta manière ». Ce fut un tournant. Leur présence publique changea d'apparence. Moins d'apparat, plus d'authenticité. Moins de tapis rouge, plus de cause. Claire commença à choisir les événements qui l'intéressaient, emballée par ses dessins, par son désir de donner une voix à ceux que personne ne regardait. Elle utilisa cette nouvelle visibilité non pour accueillir encore une fois le jugement des autres, mais pour affirmer sa propre valeur. L'équilibre était fragile. Elle ne contrôlait pas tout. Les médias restaient des entités puissantes, imprévisibles. Mais elle savait désormais que sa vraie bataille ne serait pas contre eux. Elle ne souhaitait plus qu'ils l'acceptent. Elle voulait simplement qu'ils la respectent, et surtout qu'ils cessent de l'oublier. Le monde qui l'avait ignorée venait de l'admirer, mais ce n'était plus suffisant. Ce qu'elle attendait était moins le regard que la reconnaissance qu'elle était bien plus que l'image imposée. Et à côté de lui, Jamal ne posait plus seulement en allié silencieux. Il devenait témoin. Il devenait un point fixe dans une vie en mouvement. Ainsi, alors que la soirée s'achevait, tandis que les invités se dispersaient, Claire restait debout, non plus voilée, ou presque. Elle regardait les escaliers du château s'éloigner derrière elle. Le livre de son passé continuerait de s'écrire. Mais cette page-ci, celle où elle était confrontée au regard du monde, ne serait plus subie. Elle venait d'apprendre que la visibilité ne signifiait pas la vérité, et que pour la première fois, elle allait vivre selon sa propre vérité. Quelques semaines après l'apparition de Claire au bras de Jamal, une lente métamorphose s'opéra, non seulement dans la perception du public,
mais aussi dans la posture même de la jeune femme. Ce qui, au départ, était une adaptation forcée à une exposition soudaine, devint progressivement une affirmation. Elle ne changea ni de ton ni d'attitude pour répondre aux attentes. Elle affina seulement la façon dont elle se présentait au monde. Et cette nuance, subtile mais puissante, fut le début d'une autre histoire. Dès les premiers événements qu'elle sélectionna avec soin, Claire refusa les styles imposés. Elle évita les robes extravagantes, les maquillages excessifs, les accessoires inutiles. Elle choisit des tenues qui lui ressemblaient, sobres mais élégantes, modernes sans ostentation. Ses cheveux étaient attachés avec soin, parfois laissés libres, mais toujours dans une simplicité volontaire. Elle n'imposait rien. Elle ne cherchait pas à choquer ni à séduire. Elle apparaissait. Et cela suffisait à troubler ceux qui, jusqu'alors, ne voyaient que des silhouettes brillantes et interchangeables. Les photographes, intrigués, commencèrent à s'attarder sur ses regards plutôt que sur ses vêtements. Les journalistes, d'abord moqueurs ou sceptiques, se virent obligés de modifier leur ton. Les mots discrètes, réservés, insaisissables, commencèrent à remplacer les anciens adjectifs humiliants qui avaient circulé dans les médias. Des éditorialistes, surpris, commencèrent à noter que Claire ne ressemblait à aucune autre figure publique récente. Elle ne cherchait pas à gagner l'attention, elle l'attirait malgré elle par contraste. Lors d'un vernissage discret à Paris, elle fut invitée à parler au micro. Ce n'était pas prévu. L'hôte, voyant l'attention que Claire suscitait dans la salle, lui demanda quelques mots. Elle hésita puis accepta. Elle monta sur la petite estrade en bois, les mains légèrement jointes, et regarda le public. Sa voix fut douce, mais ferme. Elle ne fit pas de grands discours. Elle parla simplement de ce que cela signifiait pour elle d'être présente, de ce que cela faisait de passer, en quelques semaines, de l'invisibilité à l'examen constant. Elle conclut ainsi « Je n'ai pas été choisie pour briller. Je suis ici parce que j'ai choisi de ne plus me cacher. » Ce moment fut relayé par plusieurs médias, non parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il n'était pas préparé. Il était sincère, et cette sincérité devint la signature de Claire. Elle n'acceptait plus d'être transformée. Elle ne refusait pas la visibilité, mais elle en redéfinissait les termes. Et ce faisant, elle devenait, sans l'avoir voulu, une figure d'identification pour de nombreuses personnes qui, elles aussi, s'étaient senties invisibles ou rejetées. Jamal observait tout cela avec une attention silencieuse. Il n'intervenait pas, il ne guidait pas, il se contentait d'accompagner. À ses côtés, Claire avait trouvé non pas un protecteur, mais un témoin bienveillant. Il ne cherchait pas à la modeler. Il la suivait dans ses choix, parfois même en s'effaçant, pour qu'elle occupe seule l'espace qu'elle méritait. Un jour, en sortant d'un événement, alors que les flashs avaient cessé, il lui dit, presque à voix basse, « Tu n'as plus besoin de moi pour être vue. » Elle le regarda. Elle ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait que cette phrase était vraie. Et pourtant, un trouble commençait à naître. Pas dans leur entente, pas dans leur contrat, mais dans la ligne fine entre la mise en scène initiale et ce qu'ils vivaient désormais. Claire sentait que ce qu'elle avait accepté au départ, un rôle temporaire, un accord de visibilité, était devenu autre chose. Elle ne savait pas si c'était de l'attachement, de la gratitude ou quelque chose de plus profond. Mais chaque regard de Jamal, chaque silence partagé, chaque geste discret, laissait entendre une intimité qui dépassait le cadre de l'accord. Elle le vit un jour à Milan lors d'une réception caritative. Il était en discussion avec des investisseurs internationaux, son visage sérieux, concentré. Mais dès qu'il croisa son regard au fond de la salle, il se détendit. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et marcha droit vers elle. Sans un mot, il lui tendit un verre d'eau. Elle comprit alors qu'il n'y avait plus de distance calculée. Il agissait comme s'ils étaient liés, au-delà du rôle public. Et cela lui fit peur. Le soir même, dans leur suite d'hôtel, elle hésita longtemps avant de parler. Il lisait des documents en silence. Elle le regarda, puis demanda « Tu sais encore pourquoi on a commencé ça ?» Il leva les yeux. Il la fixa et répondit simplement « Oui, mais je ne sais plus si ça compte encore. » Elle baissa les yeux. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une promesse, c'était un aveu. Et dans ce flottement entre fiction assumée et réalité naissante, Claire sentit que quelque chose devait être clarifié. Pour elle, pour lui. Les semaines suivantes furent moins chargées. Ils se virent moins. Claire se concentra sur des projets personnels. Elle commença à travailler sur une série de portraits.
inspirée de ses souvenirs auprès des personnes âgées qu'elle avait accompagnées à Bordeaux. Elle retrouva un ancien carnet de croquis. Elle y redécouvrit un tracé qui lui appartenait, une émotion qu'elle avait oubliée, et surtout une voix qui n'était pas publique, mais profondément intime. Ce fut pendant ces jours de recul qu'elle se posa la question centrale. Était-elle encore dans un rôle, ou bien vivait-elle vraiment ce qu'elle montrait au monde? La réponse n'était pas simple, mais une chose était certaine. Elle ne voulait plus vivre une vie écrite par d'autres. Elle voulait choisir. Pas seulement comment apparaître, mais avec qui rester. Et pourquoi? Ce dilemme devint une présence constante dans ses réflexions. Elle regardait Jamal différemment, non plus comme celui qui lui avait offert un espace, mais comme un homme dont elle devait comprendre la place réelle dans sa vie. Était-il un chapitre ou une direction? Était-elle encore une actrice ou déjà l'auteur de ce qui suivait? Le public, lui, continuait à observer. Certains commençaient à l'admirer sincèrement. D'autres restaient sceptiques, mais désormais, elle ne se nourrissait plus de leurs regards. Sa transformation publique n'était pas un triomphe, c'était une reconquête. Et cette reconquête, lente, imparfaite mais vraie, ne dépendait plus de ceux qui avaient essayé de l'effacer. Pour la première fois, Claire avançait en se demandant non ce qu'on attendait d'elle, mais ce qu'elle attendait d'elle-même. Et cette question, plus forte que tous les jugements, allait bientôt lui offrir une réponse inattendue. Lorsque le nom de Claire Dubois devint courant dans les cercles influents, une série d'ombres familières se manifesta dans son quotidien. Ce n'était pas une vague nostalgie venue frapper à sa porte, c'était une intrusion, discrète pour certains, audacieuse pour d'autres. Une forme de reconnaissance opportuniste où ceux qui l'avaient autrefois ignorée, rejetée ou même humiliée revinrent vers elle avec des gestes vaguement enveloppés de bonne volonté. Claire, qui n'avait jamais connu ce type d'attention de la part de son passé, se retrouva confrontée à une nouvelle complexité. Le pardon pouvait-il s'accorder à ceux qui n'avaient jamais demandé à être pardonnés? Le premier à surgir fut un ancien camarade de lycée. À l'époque, il était l'un de ceux qui ricanaient lorsqu'elle passait dans les couloirs. Il lui avait donné un surnom stupide qui avait circulé pendant des mois dans son entourage, assez blessant pour la suivre jusqu'à l'âge adulte. Il se présenta à une exposition où elle figurait comme invitée d'honneur, prétextant un intérêt pour l'art. Elle le reconnut immédiatement. Il s'approcha, un verre à la main, le sourire forcé, le regard hésitant. Il entama la conversation avec une désinvolture feinte, l'air de celui qui voulait effacer les années d'un simple clin d'œil. Claire resta polie, le laissa parler, mais à aucun moment ne facilita le réconfort qu'il espérait. Elle ne cherchait pas à humilier, mais à rappeler qu'un sourire ne suffisait pas à réparer ce qui avait été brisé. Il comprit, peut-être, et repartit sans insister. Ensuite, vinrent d'autres silhouettes. Une ancienne collègue, autrefois distante, se souvenait soudainement de leur belle complicité au travail, alors qu'en réalité, elle ne l'avait jamais invitée à une seule pause déjeuner. Un ex-petit ami, qui avait rompu sans explication claire après quelques semaines, la contacta pour prendre de ses nouvelles. Il glissa en quelques phrases qu'il était célibataire et curieux de la revoir. Claire répondit par un message bref, sans chaleur, sans rejet. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle ne voulait simplement pas raviver ce qui n'avait jamais été réel. Mais le retour le plus perturbant fut celui de ses parents biologiques. Elle n'avait pas entendu parler d'eux depuis près de 20 ans. Abandonnée à l'adolescence, élevée par sa marraine, elle avait effacé leurs souvenirs par nécessité. Ce n'était pas une haine brûlante, mais une absence solide, une coupure nette. Et voilà qu'un jour, une lettre manuscrite arriva à son adresse temporaire. Pas de menace, pas de revendication. Une écriture maladroite, des phrases courtes, une tentative d'excuse timide, trop tardive. Elle ne répondit pas, du moins pas tout de suite. Elle en parla à Jamal, qui l'écouta sans commenter. Il n'était pas homme à juger les douleurs anciennes. Il la regarda longtemps, puis lui dit simplement « Tu n'as pas à réparer ce qu'ils ont brisé ». Cette phrase l'accompagna plusieurs jours. Elle repensait à son enfance, au silence, aux absences, aux anniversaires oubliés, aux regards évités dans la rue quand elle croisait un visage vaguement familier. Elle se demanda si cette douleur, qu'elle avait tellement intériorisée, n'était pas encore la racine de ce besoin ancien de disparaître. Être rejetée si tôt avait peut-être conditionné toute sa trajectoire, et ce retour inattendu
forçait maintenant l'ouverture d'une plaie qu'elle avait cru refermer. Elle décida alors de répondre. Une seule lettre, sans reproche, sans agressivité. Une lettre dans laquelle elle disait qu'elle n'avait jamais cessé de se demander pourquoi, mais qu'aujourd'hui, elle n'attendait plus de réponse, qu'elle ne voulait ni vengeance ni reconnaissance, seulement la paix. Elle n'envoya pas l'adresse exacte. Elle utilisa un intermédiaire. Elle savait que même ce petit geste serait analysé, peut-être interprété comme un pardon. Ce n'en était pas un. C'était un acte de libération personnelle. Ces jours de confrontation passés affectèrent profondément son quotidien. Elle devint plus silencieuse, moins présente aux événements. Elle passa plus de temps seule, à dessiner, à écrire, à marcher sans but précis dans des quartiers où personne ne la reconnaissait. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle devenait, si la Claire qu'on acclamait désormais n'était qu'une surface, ou bien la même que celle d'autrefois, mais révélée. Cette quête intérieure la rendait plus distante, même avec Jamal. Lui, de son côté, respecta son retrait. Il ne la força à rien. Il n'imposa pas sa présence. Il continua à l'inviter à des engagements, mais sans pression. Et quand elle refusait, il ne posait pas de questions. Ce silence-là, cette non-insistance, fut l'un des gestes les plus tendres qu'il lui offrit. Il comprenait qu'elle ne pouvait pas aller vers l'avenir tant que le passé n'avait pas été regardé en face. Un jour, alors qu'elle feuilletait un ancien carnet de croquis, elle tomba sur un dessin à moitié effacé. Un visage d'enfant, probablement dessiné d'après mémoire. Elle reconnut immédiatement les traits. C'était elle, à l'âge de 8 ou 9 ans. Le regard perdu, les mains croisées sur les genoux, une position de retrait, d'attente. Ce dessin, elle l'avait fait sans y penser. Elle l'avait oublié. Mais le retrouver à ce moment-là résonna comme une alerte. Elle comprit alors que, pour avancer, elle devait cesser de porter cet enfant dans l'ombre de sa mémoire. Ce n'est pas que cet enfant devait être oublié, mais elle ne devait plus guider ses décisions, ni freiner ses élans. Elle devait être honorée, respectée, puis apaisée. Et cela ne viendrait pas d'une reconnaissance extérieure, ni d'un pardon formel de ceux qui l'avaient blessée. Cela viendrait d'elle seule, de sa capacité à se regarder avec clarté. Ce soir-là, elle appela Jamal. Elle lui demanda s'il avait encore ce billet d'avion pour Marseille, ce voyage qu'ils avaient envisagé, mais jamais fait. Il répondit oui. Ils partirent 2 jours plus tard, et ce voyage, à la fois inattendu et simple, marquerait le début d'un nouveau chapitre. Non pas parce qu'il promettait quelque chose de romantique ou spectaculaire, mais parce qu'il serait l'occasion de découvrir une autre vérité, enfouie, presque oubliée, et cette vérité changerait tout. Ils arrivèrent à Marseille en début d'après-midi, sous un ciel bleu pâle baigné de lumière tiède. La voiture qui les conduisait roulait lentement le long du port, longeant les bateaux à quai, les marchés de poissons, les voiles tendues par le vent léger. Jamal ne disait rien. Claire observait la ville à travers la vitre baissée, les yeux fixés sur ce qui défilait sans véritable attente. Elle ne connaissait pas Marseille. Elle n'avait aucun souvenir personnel rattaché à cette ville. Mais elle avait accepté le voyage avec une intention précise, s'éloigner de tout ce qui l'étouffait. Paris, avec ses regards et ses échos d'une célébrité non désirée, devenait trop lourde. Elle avait besoin d'air, de distance, d'espace pour retrouver ce qu'elle sentait lui échapper peu à peu. Leur destination n'était pas un hôtel luxueux, mais une maison d'hôte modeste, perchée sur les hauteurs, avec une vue dégagée sur la mer. Claire y retrouva un calme immédiat. Les murs blancs, les meubles anciens, le silence seulement interrompu par les mouettes au loin, tout lui parlait d'un ailleurs plus vrai. Elle s'installa dans une pièce simple, ouvrit la grande fenêtre et s'assit sans mots, comme si son corps avait besoin de se taire pour mieux respirer. Ce soir-là, Jamal la laissa seule. Il comprenait son besoin de solitude. Ils dînèrent dans la même pièce mais échangèrent peu de mots. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, sortit marcher le long des calanques, longea les pierres claires et ne revint que lorsque le soleil était haut dans le ciel. Elle entra dans la maison, monta lentement, ouvrit sa valise et commença à en sortir des carnets qu'elle emportait partout, depuis toujours, sans vraiment les consulter. Des années de croquis, des fragments de mémoire, des visages oubliés, des détails de mains, d'yeux, d'objets du quotidien. Elle n'avait jamais pensé à ces dessins comme à quelque chose de sérieux. Ils étaient son refuge silencieux, une manière d'exister sans parler, de capter ce que les mots rendaient confus. Jamal frappa à sa porte. Elle hésita à répondre,
puis ouvrit. Il entra, silencieux, s'arrêta près de la table où les carnets étaient posés. Il observa un croquis d'un vieil homme assis dans un fauteuil, le regard perdu vers la fenêtre. Claire ne dit rien. Il tourna les pages, lentement, découvrant des dizaines d'expressions différentes, des émotions dessinées sans intention de plaire. Il leva les yeux vers elle. « Tu as déjà montré ça à quelqu'un » Elle secoua la tête. « Non, ce ne sont que des dessins. » Il ferma doucement le carnet. « Non, ce sont des témoignages. » Claire ne répondit pas, troublée par la force tranquille de sa voix. Il la regarda à nouveau comme si une idée venait de s'imposer. « Je connais quelqu'un, un galeriste. Il ne travaille qu'avec des artistes qui n'ont jamais été exposés. Il cherche ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été fabriqué. Je veux lui montrer ça. » Elle voulut refuser, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il prit un seul carnet, le plus ancien, celui qui avait des bords usés, et quitta la pièce sans autre explication. Le lendemain, il revint avec un homme d'une 50aine d'années, au regard vif, à l'allure discrète. Il se présenta sobrement, feuilleta quelques pages, puis s'assit en silence. Il ne posa aucune question à Claire. Il resta là à observer. Puis il dit simplement « Ce n'est pas du dessin, c'est de l'écoute ». Cette phrase resta suspendue dans l'air. Claire, d'abord figée, sentit une chaleur étrange monter. Ce n'était pas de la honte, c'était une forme de reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue. Pas sur son apparence, pas sur son rôle, mais sur quelque chose qu'elle avait produit, seule, dans l'ombre. Le galeriste proposa une exposition. Pas à Paris, pas dans un musée prétentieux, dans un espace libre à Arles, connu pour sa sincérité et la qualité de ses événements artistiques hors normes. Il proposa une sélection de 20 dessins, à présenter dans une série intitulée « Visage en silence ». Claire ne répondit pas tout de suite. Elle passa la soirée entière à revoir ses carnets, à toucher les pages comme si elles allaient s'effacer. Elle se souvenait de chaque instant où elle avait esquissé ses portraits. Les soirs froids dans les maisons de retraite, les pauses silencieuses au bord d'un lit, les rires fugaces, les chuchotements de fin de vie. Ces dessins, c'était sa mémoire. Les offrir au regard des autres, c'était aussi se dévoiler plus profondément que ne l'avait jamais fait son visage ou son histoire. Elle accepta. Les préparatifs commencèrent. Des semaines passèrent. Claire s'investit dans le choix des œuvres, dans la manière dont elles seraient présentées. Elle ne voulait pas de cadre doré ni de projecteur. Elle voulait que les dessins soient à hauteur d'œil, sans verre, à distance humaine. Elle écrivait des textes courts pour accompagner chaque portrait. Des mots simples, mais vrais. Des phrases qui ne racontèrent pas la biographie des sujets, mais l'instant du regard capté. Lorsque l'exposition ouvrit, elle attira peu de médias, mais un public attentif. Des visiteurs entraient en silence, restèrent de longues minutes devant chaque dessin. Certains pleuraient, d'autres prenaient des notes. Personne ne parlait fort. Et au milieu de tout cela, Claire se tenait droite, sans prétention, mais avec une présence affirmée. Elle ne portait pas de robe de soirée, pas de maquillage lourd. Elle était là, présente, vraie. Jamal assista à l'inauguration en retrait. Il ne prit pas la parole. Il resta au fond de la salle, regardant Claire dialoguer avec les visiteurs, expliquer certains choix, écouter leurs réactions. Il n'avait rien à ajouter. Il voyait ce qu'il avait pressenti depuis le début. Elle n'était pas une façade. Elle était un regard, une voix, un silence plein. Après l'exposition, des galeries à Londres, Amsterdam et Montréal manifestèrent leur intérêt. Claire reçut des propositions qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Elle n'était pas sûre de vouloir devenir artiste à temps plein, mais elle comprenait une chose essentielle. Elle était enfin reconnue pour ce qu'elle avait créé, pas pour ce qu'elle représentait, pas pour le rôle qu'elle jouait, mais pour une part d'elle-même qu'elle avait longtemps gardée dans l'ombre, par peur d'être jugée. Ce moment marqua un tournant profond. Elle se sentit libre, pas parce que le monde l'avait validée, mais parce qu'elle s'était révélée, sans filtre, sans masque, et que cette révélation avait été accueillie. Jamal, ce soir-là, l'invita à dîner dans un petit restaurant au bord du Rhône. Ils mangèrent en silence pendant un long moment. Puis elle leva les yeux vers lui et dit « Je crois que je commence enfin à me rencontrer ». Il sourit. « Moi aussi ». Et dans ce simple échange, il n'y avait plus de rôle, plus de contrat, plus de stratégie. Seulement deux présences qui s'étaient croisées, révélées, et qui peut-être n'étaient plus là par hasard. À peine revenue d'Arles, Claire fut confrontée à une nouvelle réalité.
L'exposition, bien que modeste dans sa médiatisation, avait eu un effet boule de neige dans certains milieux culturels. Des critiques d'art influents mais discrets commencèrent à évoquer une authenticité rare dans son travail. Plusieurs maisons d'édition lui proposèrent d'illustrer des récits. Des journalistes, cette fois plus respectueux, demandèrent des entretiens. Et parmi ces sollicitations, une galerie londonienne lui proposa d'étendre son exposition à la capitale britannique. Elle hésita. Elle craignait que cela devienne une spirale. Mais Jamal l'encouragea avec une retenue sincère. Il ne la poussait pas, il l'accompagnait. Et pourtant, au même moment, lui aussi faisait face à une décision cruciale. Depuis plusieurs semaines, il recevait des appels insistants de son conseil familial, basé au Moyen-Orient. Une réunion stratégique devait se tenir dans le Golfe, regroupant les responsables de la holding familiale. L'enjeu n'était pas mineur. Il s'agissait de revoir la direction de certaines filiales énergétiques et de négocier un partenariat avec un gouvernement d'Asie du Sud-Est. Sa présence était exigée, non comme une formalité, mais comme un levier politique. Il savait que s'il refusait ou tardait, d'autres figures plus anciennes prendraient sa place. Il risquait de perdre ce pouvoir d'action discret qu'il avait mis des années à construire. Jamal ne voulait pas partir. Il avait compris que sa proximité avec Claire n'était plus une affaire d'accord ou de posture. Il y avait dans leur lien une justesse rare, une confiance construite sans promesse, sans pression, mais pleine d'une densité silencieuse. Pourtant, il savait aussi qu'il ne pouvait pas tout refuser pour rester. La position qu'il occupait ne lui appartenait pas en totalité. Il était prisonnier de structures qu'il n'avait pas entièrement choisies. La veille de son départ, ils se retrouvèrent sur le balcon de l'appartement de Claire. La ville brillait en contrebas, indifférente à ce qu'il vivait. Elle se tenait debout, les bras croisés, le regard fixe. Lui, adossé à la rambarde, cherchait les mots justes. Il lui expliqua la situation avec calme. Il ne chercha pas à l'émouvoir ni à la convaincre. Il lui exposa les faits, le voyage, l'enjeu, la durée incertaine. Claire écouta en silence. Quand il eut terminé, elle tourna la tête vers lui. « Tu veux que je t'accompagne » Jamal la fixa un moment. Il répondit avec lenteur « Non, je veux que tu restes, si c'est ce que tu veux. » Elle hocha doucement la tête. Ce n'était pas une réponse attendue, c'était une liberté accordée. Et cette liberté l'ébranla plus que n'importe quelle invitation. Ils restèrent là, à contempler la nuit. Puis Claire dit, presque à voix basse, « Si tout ça, ce qu'on a construit, n'existe que quand tu es là, alors ce n'est pas vraiment à moi. » Il ne répondit pas. Il comprit. Il respecta. Le lendemain, il partit. Aucun adieu dramatique, aucun geste théâtral. Seulement un regard, un contact de main, une promesse silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Les semaines qui suivirent furent étranges. Claire poursuivit la préparation de l'exposition à Londres, mais avec une énergie nouvelle. Ce n'était pas l'euphorie, c'était une forme de concentration intense, comme si elle avait besoin de s'ancrer dans quelque chose de tangible. Elle rencontra les curateurs, valida les impressions, rédigea de nouveaux textes. Son visage apparut dans quelques interviews. Ses paroles furent retranscrites avec respect. Elle était désormais perçue comme une voix singulière, pas seulement une silhouette entourée de mystère. Mais malgré ce mouvement, un vide s'installa. Elle ne l'attendait pas comme on attend un retour. Elle ne comptait pas les jours, mais chaque chose qu'elle vivait semblait amputée d'un regard, d'un commentaire, d'un silence partagé. Elle commença à comprendre que ce qu'elle ressentait pour Jamal n'était pas un attachement de circonstance. Ce n'était pas de la reconnaissance ni de la dépendance. C'était une forme de complicité profonde, enracinée dans leur manière de se comprendre sans se contraindre. Un jour, alors qu'elle terminait l'accrochage d'une œuvre dans la galerie londonienne, un journaliste l'interrogea « Est-ce que vous êtes amoureuse ?» La question, posée sans malveillance, la prit au dépourvu. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, après une pause, elle dit « Je suis amoureuse de la liberté que quelqu'un m'a laissé prendre. » Ce fut la seule réponse. Et elle devint virale. Mais derrière cette phrase forte, Claire se débattait avec un dilemme intime. Avait-elle fait le bon choix en refusant de le suivre? Avait-elle eu peur? Ou au contraire, avait-elle préservé ce qu'il y avait de plus précieux entre eux, l'absence de possession? Elle ne savait pas. Elle évitait d'y penser trop longtemps. Les messages de Jamal se firent plus rares, non par désintérêt mais par respect. Il lui envoyait parfois une photo, un lieu, une phrase. Elle répondait avec une sobriété mesurée.
Aucun « je t'aime », aucun projet d'avenir, seulement des signes, des traces, une forme de lien qui survivait sans exiger. Mais cette distance, au lieu de les effacer, les approfondit. Claire devenait chaque jour plus affirmée. Elle parlait désormais avec confiance. Elle n'avait plus besoin d'autorisation. Elle était passée de l'objet de curiosité à un sujet de conversation sérieux. Et au fond, elle savait que cela n'aurait pas été possible si elle avait choisi une autre voie. Elle n'aurait pas pu se construire dans l'ombre de Jamal, même avec son soutien. Elle devait exister seule pour savoir qui elle était vraiment. La veille de l'inauguration londonienne, elle s'assit dans une petite salle, seule, et regarda les œuvres accrochées autour d'elle. Il y avait là, sur les murs, des visages qu'elle avait dessinés sans imaginer qu'ils seraient un jour exposés. Ils étaient là, témoins silencieux de son cheminement. Elle pensa à Jamal, non avec douleur, mais avec une reconnaissance calme. Il n'était pas absent. Il était une présence intérieure, une voix qu'elle entendait même dans le silence. Et elle se dit sans regret, « Je ne l'ai pas perdu. Je me suis trouvée. » Et cette pensée fut suffisante pour continuer, pour grandir, pour attendre ou ne pas attendre. Car désormais, c'était elle qui décidait. La galerie de Londres était pleine à craquer. Les visages, nouveaux, étrangers, familiers parfois, défilaient devant les œuvres de Claire avec une attention respectueuse. Les portraits suspendus au mur semblaient leur rendre leur regard. On y voyait encore ces anciens visages de vieillards aux yeux fatigués, des mains jointes, des instants de vulnérabilité capturés sans mise en scène. Mais au cœur de cette exposition étendue, une pièce nouvelle avait été ajoutée sans que Claire en ait été informée. Un cadre noir, sans titre, pas d'auteur mentionné. Aucune signature, rien qu'une image, accrochée au fond d'un couloir étroit. La foule se dirigeait vers elle avec curiosité. Claire, absorbée par les conversations, les remerciements, les félicitations sincères ou diplomatiques, n'avait pas encore remarqué l'étrangeté de cette pièce. C'est une assistante de la galerie qui la conduisit jusqu'à l'œuvre inconnue. Dès qu'elle s'en approcha, ses pas ralentirent, son souffle se coupa un instant. Elle reconnut immédiatement la scène. C'était elle dans les jardins du château, des mois plus tôt, au moment précis où elle avait ôté son voile pour la première fois devant Jamal. Le regard qu'il avait capturé, cette lumière douce sur son visage, ce mélange d'hésitation et de dévoilement, tout y était. Mais ce n'était pas une photographie, c'était un dessin, un portrait au fusain, rehaussé de quelques touches d'encre noire, d'un réalisme stupéfiant. Il ne pouvait venir que d'un œil qui avait vu bien au-delà de l'apparence. Un regard qui la connaissait. Claire ne bougea pas pendant plusieurs minutes. Derrière elle, le murmure des visiteurs se prolongeait, indifférent à l'émotion sourde qui grandissait en elle. Ce n'était pas tant le dessin qui la bouleversait, mais ce qu'il révélait. Quelqu'un l'avait observé à un moment de vérité et avait gardé ce moment vivant. Et cette personne, elle le savait sans doute possible, c'était lui. Elle se retourna lentement. Derrière les invités, les serveurs, les responsables de la galerie, elle vit une silhouette connue, immobile, en retrait, le regard posé sur elle. Il portait un manteau sombre, un col relevé, les mains dans les poches. Il ne souriait pas. Il attendait. Jamal. Le monde sembla se figer un instant. Elle avança vers lui sans se presser. Chaque pas ramenait à la surface ce qu'elle avait tenté de mettre de côté. L'absence, les silences, les pensées nocturnes, les phrases qu'elle n'avait jamais écrites. Il ne bougea pas. Lorsqu'elle fut à sa hauteur, elle sentit l'odeur familière de son parfum, discrète, comme un rappel. Il parla le premier d'une voix plus grave qu'avant. « Je n'ai pas su comment revenir. Alors j'ai dessiné. » Claire ne répondit pas. Elle le regardait avec une intensité calme. Elle ne voulait pas le brusquer. Elle voulait comprendre. « J'ai vu l'annonce de ton exposition, je n'ai rien dit. J'ai demandé à la galerie si je pouvais ajouter une pièce. Une seule. Je voulais que ce soit toi qui la découvre. » Elle hocha la tête, le cœur battant. Puis elle dit, simplement, « Pourquoi maintenant ?» Il prit une inspiration, longue. « Parce que je suis parti en pensant t'avoir trouvé. Et j'ai compris là-bas que c'était toi qui t'étais trouvé. J'avais peur de te faire perdre ce que tu étais en train de construire. » Claire baissa les yeux. Elle sentit une émotion brutale la traverser sans débordement, une certitude douce. Il n'était pas revenu par regret, ni par jalousie, ni par besoin. Il était revenu parce que quelque chose lui avait manqué, et ce quelque chose n'était pas l'image d'elle,
mais sa présence réelle. Ils sortirent ensemble de la galerie, sans rien dire de plus. La nuit londonienne était fraîche, sèche. Ils marchèrent le long d'un canal, sans projecteur, sans journaliste, sans attaché de presse. Jamal marchait à son rythme. Claire ne tentait pas de combler les silences. C'était comme retrouver une respiration oubliée. Au bout de quelques rues, il s'arrêta. Il la regarda. « Je ne suis pas ici pour reprendre quoi que ce soit. Je n'ai pas de contrat, pas de demande, pas de plan. Je suis venu pour être là. Et si tu ne veux pas que je reste, je partirai sans bruit. » Elle resta immobile. Le choix était devant elle. Ce n'était pas un dilemme, c'était une liberté. Une page blanche qu'elle n'avait jamais eue entre ses mains. « Tu n'as jamais essayé de me changer, » dit-elle. « Tu as attendu que je sois prête à être vue, même par moi-même. » Il inclina la tête sans répondre. « Et tu n'as pas disparu. Tu t'es éloigné pour que je puisse me rapprocher de moi-même. » Il voulut répondre, mais elle le coupa. « Alors tu peux rester. Pas pour reprendre là où on s'est arrêté, mais pour continuer autrement. » Ils reprirent leur marche. Pas main dans la main, pas enlacés, pas avec l'urgence des retrouvailles romanesques, mais avec la certitude tranquille que ce qui les liait n'avait jamais été brisé. Il s'agissait maintenant de choisir chaque jour, sans promesse ni devoir, mais avec présence. Dans la semaine qui suivit, Jamal resta discret. Il ne s'afficha pas. Il accompagna Claire à quelques rendez-vous professionnels, parfois en silence, parfois en retrait. Elle ne le présentait pas comme son compagnon. Il n'avait pas besoin de définition. Il était là, à ses côtés, pas devant, pas derrière. Et pour la première fois, Claire sentit que sa vie n'était plus une réaction à l'abandon, au rejet ou à la peur. Ce n'était pas non plus une revanche sur ceux qui l'avaient ignorée. C'était une trajectoire qu'elle traçait à sa manière. Et dans cette trajectoire, Jamal n'était pas un sauveur, ni un moteur. Il était une présence choisie, et cela suffisait. L'exposition se termina. Les critiques furent élogieuses, mais mesurées. Les contacts professionnels se multiplièrent, mais Claire décida de ralentir. Elle avait assez donné à l'extérieur. Elle voulait maintenant construire à l'intérieur. Non pas s'enfermer, mais s'ancrer. Ralentir pour respirer. Et c'est ainsi, dans cette lenteur assumée, qu'elle envisagea ce qui viendrait après, sans savoir exactement quoi. Mais avec la certitude que cette fois, elle n'attendrait plus que les choses lui arrivent. Elle allait les choisir, une par une, y compris lui. Les jours qui suivirent la clôture de l'exposition furent les plus calmes que Claire avait connus depuis des mois. Le téléphone sonna moins souvent. Les courriels de proposition restèrent non lus. Les rendez-vous furent repoussés, certains annulés. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'ombre de l'anonymat, elle n'avait plus besoin de se justifier, de se montrer, de représenter quelque chose. La lumière qu'on avait braquée sur elle s'était atténuée, sans pour autant s'éteindre. Et dans cette semi-clarté, elle pouvait enfin réfléchir, non pas pour décider de ce qu'elle ferait, mais pour sentir ce qu'elle voulait vraiment vivre. Jamal était resté, mais il ne partageait pas chaque instant. Il ne logeait pas avec elle, ne dormait pas dans le même espace. Il n'envahissait rien. Il apparaissait à des moments simples, souvent imprévus. Un café partagé en silence le matin, une balade dans un parc, une lecture à deux dans un coin de librairie. Leur lien s'était épuré de toute forme d'obligation. Il ne restait plus que la présence nue, sans revendication. Ce qu'ils étaient devenus ensemble ne portait pas de nom précis. Ni couple officiel, ni partenaire, ni anciens amants. Ils existaient côte à côte, choisis à chaque rencontre. Un matin, alors qu'ils marchaient le long de la Seine, les mains dans les poches, Jamal s'arrêta près d'un banc. Il regarda autour d'eux. Paris s'étirait dans une tranquillité rare. Pas de flash, pas de murmure. Juste des passants, des joggeurs, des cyclistes. Il s'assit. Claire fit de même. Il la regarda longuement puis dit « Et si on laissait tout ça derrière ?» Elle fronça les sourcils. Il précisa « Pas fuir, pas abandonner. Juste. Partir marcher, sans autre destination que celle qu'on choisira à mesure. Pas de contrat, pas de rôle, pas d'attente. » Elle l'écouta sans répondre. Ce n'était pas une déclaration. C'était une invitation. Pas à une vie de couple, pas à une histoire, mais à un moment. Un vrai. À vivre sans objectif, sans pression, sans vitrine. « Un seul jour ?» demanda-t-elle. « Un seul, mais ensemble, sans explication. » Elle acquiesça. Ils quittèrent la ville sans prévenir personne. Pas de valise, juste un sac chacun.
Ils prirent un train pour n'importe où, descendirent à une petite gare de province, marchèrent dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Ils s'arrêtèrent dans une boulangerie, s'assirent au bord d'un fleuve, parlèrent de choses insignifiantes, de souvenirs d'enfance, de goûts partagés. Aucun mot sur le passé douloureux, aucun rappel de leurs rôles antérieurs. Ils étaient juste deux personnes, assises dans un moment qui n'avait pas besoin de justification. La journée s'étira doucement. Le soir, ils trouvèrent un petit hôtel, modeste, presque vide. Pas de chambre réservée. Ils prirent 2 chambres séparées. Ce n'était pas un geste symbolique, mais une manière de respecter la légèreté de ce qu'ils construisaient. Ils n'avaient pas besoin de dormir ensemble pour exister ensemble. Ils n'avaient rien à prouver, rien à publier, rien à promettre. Le lendemain matin, ils prirent un café en terrasse. Le journal local mentionnait l'exposition de Claire à Londres, sans évoquer sa présence actuelle. Elle lut l'article avec une distance sereine. Elle n'avait plus besoin de vérifier comment elle était perçue. Ce n'était plus son moteur. Avant de repartir, alors qu'il marchait en direction de la gare, elle s'arrêta et lui dit « Tu sais, je pensais qu'il fallait être aimé pour exister. » Il la regarda, sans comprendre immédiatement. Mais en fait, il fallait seulement me choisir. Il lui tendit la main. Elle la prit. Ce geste n'était pas une demande. C'était un accord silencieux. Un accord qui ne nécessitait aucune clause, aucune durée, aucun témoin. Ils retournèrent à Paris dans le même silence apaisé. Rien n'avait changé dans leurs conditions de vie. Aucun déménagement, aucune annonce officielle, aucun engagement verbal, mais quelque chose avait été décidé. Un choix, répété chaque jour. Claire commença à refuser certaines propositions médiatiques. Elle accepta des projets qui l'éloignaient du regard public. Illustrer un recueil de poèmes pour enfants, animer des ateliers dans des maisons de retraite. Elle parlait peu de Jamal, sauf à ceux qui la connaissaient vraiment. Elle ne cherchait pas à protéger un secret. Elle protégeait une simplicité. Jamal, de son côté, retourna à ses affaires à un rythme plus lent. Il délégua davantage. Il réduisit les voyages inutiles. Il consacra du temps à des projets locaux, à des partenariats éducatifs, à des initiatives durables. Il ne cherchait pas à s'exposer avec elle. Il voulait juste rester dans le cercle qu'ils avaient tracé ensemble, loin du tumulte. Un soir, ils dînèrent chez des amis discrets. Au cours du repas, quelqu'un demanda à Claire s'ils étaient enfin ensemble. Elle sourit, pas par gêne, mais parce qu'elle comprenait l'attente derrière cette question. Et elle répondit « On n'est pas ensemble. On est juste 2 personnes qui ont arrêté de se fuir. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que toutes les définitions possibles. Ainsi se construisit cette nouvelle étape, pas à pas. Pas dans le feu des projecteurs, mais dans les gestes minuscules. Cuisiner ensemble sans raison, lire dans la même pièce sans parler, se perdre dans des quartiers qu'ils ne connaissaient pas, regarder un film sans en discuter ensuite. Ils n'avaient rien à démontrer. Ils avaient juste à vivre. Et dans ce mode de vie dénué de stratégie, Claire trouva ce qu'elle avait toujours cherché. Non pas un amour éclatant, mais un lien sobre, solide, libre. Un lien qui ne la réduisait pas à un rôle. Un lien qui ne l'obligeait à rien, mais qui lui donnait tout. La possibilité d'exister dans le regard d'un autre sans y être enfermé. Ce qu'il construisait n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Et pour la première fois, ce réel n'était pas une réponse au rejet. Ce n'était pas un refuge. C'était un choix entier, renouvelé, sans condition. Et ce choix, Claire le faisait chaque jour, non par devoir, par envie, parce qu'elle n'avait plus peur, parce qu'elle savait, désormais, que personne ne pouvait la faire disparaître si elle avait décidé d'exister par elle-même. Le même château, les mêmes murs clairs, les mêmes escaliers de pierre, la même allée bordée d'arbres symétriques. Mais cette fois, ce n'était pas une nuit glaciale d'hiver. Ce n'était pas non plus une soirée de parade sociale où chaque robe était un message, chaque regard une stratégie. L'événement avait lieu au printemps, à la lumière du jour, et Claire ne faisait plus partie des figurantes silencieuses. Elle n'était pas là pour être évaluée ou surprise, elle était invitée d'honneur, pas en tant que fiancée du Cher, ni en tant que curiosité médiatique, mais comme artiste et conférencière principale. Et ce rôle, elle ne l'avait ni sollicité, ni arraché. Il lui avait été proposé, naturellement, après que son travail ait traversé les frontières et que sa voix se soit affirmée, non pas comme une réponse à la douleur, mais comme une expression de sens. La voiture qui l'emmena au château
n'était pas décorée, pas suivie, pas médiatisée. Elle arriva sans escorte. Dans l'habitacle, Claire était seule, tenant entre ses mains un petit carnet de croquis, le même qu'elle utilisait depuis ses débuts, où elle continuait de griffonner des visages, des mains, des gestes captés dans les transports, les cafés, les rues. Elle portait une tenue sobre, un pantalon fluide et une blouse claire, sans marque apparente. Ses cheveux étaient détachés, retenus seulement par une barrette simple. Et surtout, elle n'avait pas de voile, pas par rébellion, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Lorsqu'elle entra dans le grand hall, les murmures ne furent pas les mêmes qu'autrefois. Il n'y avait ni moquerie, ni curiosité agressive. Il y avait de l'attention, une vraie. Des invités s'approchèrent pour la saluer avec respect. Certains lui parlèrent de son exposition à Londres, d'autres de ses dessins publiés dans un ouvrage collectif sur la mémoire. Quelques-uns évoquèrent même ses interventions dans des maisons de retraite où elle utilisait l'art comme moyen de dialogue intergénérationnel. Elle écoutait, répondait avec simplicité, sans prétention. Elle ne cherchait plus à convaincre. Elle savait désormais que sa place n'avait pas à être défendue. Elle l'occupait. Lorsque vint le moment de son discours, un silence s'installa dans la grande salle. Pas un silence d'obligation, un silence d'attente réelle. Elle monta sur l'estrade, sans note, sans effet de voix. Elle regarda l'assemblée, respira lentement, puis dit « Il y a quelques années, j'étais ici. Personne ne me voyait. Ce n'était pas de leur faute. Je m'étais habitué à ne pas être vu. J'avais appris à me rendre invisible pour ne pas déranger. » Un léger frisson parcourut la salle, mais elle continua, posément. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que disparaître ne protège pas, ça isole, et qu'à force de se cacher, on oublie même ce qu'on est venu chercher. Elle marqua une pause. Ce soir-là, quelqu'un m'a vu, pas comme on regarde quelqu'un qu'on veut posséder, comme on regarde quelque chose qu'on respecte, et ce regard a suffi à me faire comprendre que je n'avais plus besoin de me défendre, que j'avais juste à être. Elle parla ensuite de ses dessins, de la façon dont ils étaient nés d'un besoin de silence, de mémoire, de justesse. Elle n'utilisa aucun mot technique, aucun langage d'initié. Elle parla de personnes, de moments, de regards. Elle termina par ces mots. « Aujourd'hui, je suis ici non parce que le monde a changé, mais parce que j'ai arrêté d'attendre qu'il m'accepte. J'ai choisi d'exister, même si ça dérange. J'ai choisi de parler, même si ce n'est pas toujours entendu. Et j'ai choisi de rester, même quand on ne m'attend pas. » La salle applaudit, pas avec fracas, avec force contenue, respectueuse. Elle descendit de scène. Ce fut à ce moment-là que Jamal entra. Il n'était pas en retard. Il était juste à l'heure pour ce qui comptait. Il s'avança sans mots, sans ostentation. Il s'arrêta près d'elle, sans geste de possession. Ils se regardèrent, échangèrent un sourire bref, puis ils se dirigèrent ensemble vers le buffet comme deux personnes ordinaires dans un événement mondain. Plus tard dans la soirée, un jeune homme s'approcha d'elle. Il était étudiant, timide, les mains moites. Il lui dit « J'ai grandi en pensant que je ne valais rien. J'ai vu votre parcours et j'ai compris que je pouvais peut-être exister moi aussi. » Claire ne répondit pas par un grand discours. Elle lui tendit un crayon qu'elle gardait dans sa poche. Un simple geste. Il le prit avec des yeux humides. Et elle sut que ce moment resterait en lui plus que toutes les conférences. La nuit tomba. Le château se vida lentement. Claire marcha un moment dans les jardins, les mêmes où elle avait, un soir d'hiver, dévoilé son visage à un homme qu'elle ne connaissait pas encore. Elle repensa à ce moment, pas avec nostalgie, avec gratitude, non pas pour ce qu'il avait déclenché, mais pour ce qu'elle en avait fait. Elle ne se définissait plus comme la femme rejetée. Elle n'était plus la fiancée du Cher, ni l'artiste découverte tardivement. Elle était Claire. Une femme qui avait appris que la vérité de quelqu'un ne réside pas dans son apparence, ni dans sa position, ni dans les titres que d'autres lui attribuent. La vérité, c'est ce que l'on décide d'incarner, chaque jour, en silence ou sous les projecteurs. Et dans ce silence qui enveloppait maintenant le château endormi, Claire sut que tout ce qu'elle avait vécu n'avait pas été une revanche, ni un miracle, mais un parcours, et que ce parcours, bien qu'imprévu, était le sien, entier, juste, et enfin libre.